Voilà, bonsoir, merci à vous nombreux qui nous suivent en ce moment. Nous pensons que vous êtes nombreux à attendre ce programme. Vous allez découvrir un grand dans cette émission comme d'habitude, grand homme, et ce grand va nous parler de sa vie, ses réalisations et pourquoi pas aussi sa façon de voir les choses. Surtout, on va plus marteler ce soir sur la pré-COP et la COP 27. Parce que nous recevons pour vous un grand qui est aussi expert en ce qui concerne le réchauffement climatique. C'est un climatologue, je crois, et je l'espère, parce qu'il est là dans ce domaine. Et il va aujourd'hui, ce soir, vous donner des plus amples éclaircissements. Merci à toute l'équipe qui nous aide pour que vous puissiez suivre cette émission comme il faut. Allez, c'est parti. Notre grand de ce soir, c'est bel et bien Monsieur Malassi. Bonsoir, Monsieur Malassi. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Malassi Joseph. Effectivement, Malassi Joseph. Lovuza Malassi Joseph. Ça, c'est votre nom complet. Effectivement, oui. Mais pour les intimes, peut-être un surnom? Joe, les amis m'appellent Joe. J'ai ce petit nom-là, Joe, qui est le diminutif anglais de Joseph. Pourquoi Joe? Non, mais parce que tous les Joseph sont des Joe. Soit vous devenez Joseph, soit vous devenez Joe, ou vous devenez José. Mais pour moi, j'ai préféré Joe. Voilà. Alors, parlez un peu de votre vie. Vous êtes né où, plus précisément? Quelle année, quelle date? Je suis né le 1er mai 1974. Donc, dans 2 ans, j'aurai 50 ans, la moitié d'un siècle. Le 1er mai? Le 1er mai, oui. Fête du travail? C'est la fête du travail, voilà. Donc vous êtes né pour travailler? Voilà, donc vous l'avez compris, je suis né le jour où le monde célèbre le travail. Et comme il n'y a pas d'hasard dans ce monde, je crois que ma vie a quelque chose à voir avec le travail. Dans quelle maternité? Je suis né en Guiringiri. Je n'ai pas le nom de la maternité, mais je crois que ça doit être l'hôpital général de l'État qui est en Guiringiri. Je vais vérifier les détails par rapport au nom. Ma mère est encore vivante. Et dès que je l'aurai, je vais vous les envoyer. C'était le matin, c'était le soir? Je suis né la nuit. La nuit. Je suis né entre le 30 avril et le 1er mai. Donc dans le certificat de naissance, il est dit que j'étais né le 30 avril, mais maman a dit, le matin, elle a dit, non, tu n'es pas né le 30 avril, tu es né le matin. C'était vers 1h, 2h du matin, on était déjà le 1er mai. Par césarienne? Non, non, je suis né d'une naissance normale. Normale? Ouais, ouais. 9 mois? Non, pas 9 mois. Ça, c'est aussi quelque chose qui commence déjà avec moi. J'arrive au monde à la fin du 10e mois. Donc, ah bon? J'ai dépassé les 9 mois, le 10e mois, j'entrais déjà dans le 11e mois. Je ne voulais pas sortir. Pourquoi? Je crois que j'étais à l'aise là où j'étais. C'est grave ça. Donc plus de 9 mois. Il y a des gens qui sont à l'aise là où ils sont. Je vois que j'étais à l'aise là où j'étais et je ne voulais pas sortir. Et vous sortez le jour du travail? Bon, et puis je sors le jour du... Je crois que j'attendais le jour du travail. Franchement, ça c'est très bien. Ouais. Alors, votre père s'appelle toujours en vie? Mon père, oui, il est en vie. L'usure, le corps, il a servi ce pays. Mon père était dans la division spéciale présidentielle. Il a commencé comme... il était dans la garde rapprochée du maréchal Mobutu jusqu'à à la fin du règne du maréchal Mobutu. Donc, mon père est vivant, il s'appelle Indongo. Il a obtenu sa retraite au grade de colonel Foul. Et il est ici à Kinshasa. Le corps très affaibli, mais il est là. Et votre mère? Oui, ma mère aussi est là. Elle est aussi à Kinshasa, vivante. Elle aussi, elle est affaiblie, mais elle est beaucoup moins affaiblie que mon père, parce que les charges d'État étaient sur le père plutôt que la maman. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bédé, c'est un nom de l'Équateur. Ah, vous êtes de l'Équateur? Je suis de l'Équateur, oui. Ah. Ok. Je suis de l'Équateur. Elle s'appelle Bédé Madé, Élise. Élise. Voilà. Alors, quantième? Je suis 3e de la famille. 3e. Voilà. Tous sont en vie? Je crois pratiquement chez nous. J'ai juste perdu le petit qui venait après moi. C'était un garçon, Patience, paix à son âme. Il nous a quittés il y a quelques années. Je crois il y a à peu près 20 ans déjà. Il y a 20 ans à peu près. Mais tous les restes sont vivants. Nous sommes une famille de 12 enfants, 3 mamans,
3 mamans déjà. Voilà, voilà. Donc chaque maman a eu 4 enfants. Et, voilà. Et la polygamie, comment vous détestez la polygamie actuellement? Détester, c'est trop dire. Vous soutenez, vous aimez la polygamie? Bon, détester, c'est trop dire. Aimer aussi, c'est trop dire. Comment ça? Moi, je suis vraiment pas du genre de personne qui vous dira que je déteste ça, je n'aime pas ça ou bien ça. Vous n'êtes pas extrémiste? Non, je reste objectif dans ce que je fais. Je peux vous dire que dans telle chose, j'apprécie et je n'apprécie pas. Et je reste là. Donc, ça vous a enseigné que j'aime, et il n'y a que le diable que je déteste. La polygamie vous a vraiment enseigné? La polygamie, je la trouve dans notre société. Je la trouve depuis la nuit des temps. Et je crois que même après moi, la polygamie continuera. Alors pourquoi je vais me battre contre une réalité sociale? Et que direz-vous? Parce qu'il y a d'autres opinions qui pensent que la polygamie, c'est un facteur pour le développement. Là, je fais allusion au révérend pasteur Casse. Parce que vous aurez beaucoup d'enfants, vous aurez beaucoup de femmes qui vont travailler pour développer le pays. Bon, je crois que je ne suis pas ici pour analyser les pensées des autres. Hein. Sinon, on va aller très loin. Mais je crois que la polygamie, je ne soutiendrai pas ça. Parce qu'il faut remonter au motif. Hein. Lorsque vous voyez un acte se poser, il ne faut pas se limiter à la manifestation, à l'acte que vous voyez, mais aller dans les causes profondes. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez en face de vous quelqu'un qui ait 1 ou 2 femmes ou 3 femmes? Pour moi, c'est le plus important. Donc, je passe mon temps à analyser les causes. Je ne vais pas passer mon temps dans les effets seulement. Donc, il y a des personnes qui sont devenues polygames. Là, je parle des Saintes Écritures, parce que c'est de là que nous tirons tous les enseignements. Il y a des personnes qui sont devenues polygames sans le souhaiter. Je donnerai l'exemple de Jacob, qui a aimé Léa, mais qui a aimé Rachel, et à qui on a accordé Léa. Finalement, il les a épousées toutes les deux. Il se retrouve avec 2 femmes, mais en réalité, il n'aimait que l'une d'elles. Et c'est même comme ça que le droit d'aînesse a été donné à l'enfant que Rachel avait, qui était Joseph. Donc, déjà, les Saintes Écritures règlent certaines questions, donnent des réponses. Tandis que vous trouvez quelqu'un comme Caïn, ou quelqu'un comme dans la lignée de Caïn, qui a eu plusieurs femmes, et les Écritures disent clairement que cet homme a eu plusieurs femmes. Donc, Jacob s'est retrouvé dans des circonstances qui l'ont amené à avoir plusieurs femmes, mais alors que dans son cœur, il n'avait jamais désiré en avoir plusieurs. Les circonstances l'y ont amené. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui se décide, il dit, moi, une femme, c'est trop peu pour moi, j'en veux 3, 4, 5, 6. Devant les hommes, vous avez 2 hommes qui ont plusieurs femmes, mais devant le Créateur ou devant la raison juge des circonstances différemment. Et moi, je suis avec la raison. Très bien. Alors, évoluons, Malassi, professeur Malassi, parlez-nous un peu de votre carrière, votre expérience professionnelle. Bon, avant d'arriver à l'expérience professionnelle, commençons d'abord par les études. Hein. Je crois que d'abord les études. Je vais parcourir rapidement. Très bien. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études primaires en Belgique, hein, au lycée Sacré-Cœur de Waterloo, et aussi à l'Athénée de Waterloo, parce que mon père, je faisais allusion à lui tout à l'heure, il était militaire, mais il a aussi travaillé dans la diplomatie militaire. C'était un attaché militaire de l'ambassade de la RDC, notamment en Chine, à Pékin. Et donc, nous avons été confiés à une famille belge, Monsieur Bernard et son épouse, qui nous ont élevés comme étant leurs enfants, moi et mes frères. Donc, mon père venait nous visiter de temps en temps, mais nous étions entre les mains des Belges. On a grandi dans leur maison, leurs fils et leurs filles. C'était nos fils, nos sœurs et nos frères. On allait à l'école ensemble, on dormait ensemble. Et j'ai cette éducation-là, hein, de ma tendre enfance. J'avais à l'époque 4 ans et demi, 5 ans. J'étais élevé dans ces conditions. Donc j'ai fait mes études primaires en Belgique. Et ensuite, j'ai fait mes études secondaires, une partie ici, à Lisanga. À l'époque, c'était Lisanga. Pour le moment, c'est Monseigneur Bokele-Ale. Oui. Hein, ici à la Gombe. Et l'université, j'ai fait une partie, donc les sciences agronomiques, je les ai fait à l'université de Kinshasa. Et la faculté de droit, je l'ai faite à l'extension
de l'université de Kinshasa qui était à Mbandaka lorsque je suis allé travailler à Mbandaka. Donc c'est là où j'ai appris le droit public et donc j'ai obtenu ce que vous appelez licence ou ingénierat en agronomie ici à Kinshasa comme étant un ingénieur agroéconomiste et je suis allé obtenir ma licence en droit public à l'université de Mbandaka qui fut, comme je le disais tout à l'heure, une extension de l'université de Kinshasa à l'époque. Et après, je me suis décidé d'aller en Afrique du Sud. Je voulais poursuivre mes études post-universitaires dans une langue autre que le français. J'avais déjà presque tout appris du français. J'étais curieux des autres langues, donc j'ai décidé... Ça veut être polyglotte? Bien sûr, je suis polyglotte, oui. Donc je suis allé, j'ai fait l'anglais d'abord pendant 2 ans, l'anglais académique. Et après ces 2 ans, j'ai fait mes 2 ans de maîtrise et ensuite mes 3 ans de doctorat en droit du changement climatique et de l'environnement. Donc je suis docteur en droit du changement climatique et de l'environnement de l'université KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, qui est la première université sud-africaine en termes de recherche. Elle est cotée première pour plus de 16 ans maintenant. Voilà, alors le changement climatique, c'est vraiment une réalité parce qu'il y a des profanes qui, peut-être sans doute, vous en tant qu'expert en la matière. Bon, le changement climatique est là. C'est vrai que les profanes peuvent en douter, peut-être parce qu'ils n'ont pas des éléments de référence. Mais la science qui fait de la surveillance climatique, qui a des éléments historiques, qui a des éléments temporels, des séries d'observations qui s'étalent non seulement en termes de décennies, mais aussi en termes de siècles. Pour le moment, il y a des observations qui ont commencé les siècles derniers. Et la science nous dit tout. Et nous le voyons, peut-être que nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais ceux qui ont l'observation du climat et de ses manifestations au quotidien, ils ont tiré la sonnette d'alarme. C'est vrai, le climat du monde est en train de changer. Nous le voyons même ici chez nous, le rythme des pluies. Quelqu'un me le faisait encore remarquer récemment ici que les pluies n'avaient pas débuté quand elles devaient débuter. Et généralement ici à Kinshasa, c'est, je crois, au début du mois de septembre que les pluies commencent, ou vers la fin août déjà, elles s'annoncent. Mais bon, pour ne citer que la pluie, hein, comme étant un des facteurs les précipitations, comme étant un des facteurs du climat. Mais donc, il y a les précipitations, donc les pluies, on voit des changements. Même dans la chaleur, on voit des changements. Dans le vent, on entend par-ci par-là les nouvelles, les informations. Ça brûle à gauche. Hein, il y a des feux de brousse à droite. Il y a des zones entières. On voit les États-Unis avec la Californie où ils n'arrivent plus à maîtriser les feux, que personne n'allume. Donc ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Le niveau des mers qui est en train d'augmenter. La science nous dit que d'ici 10-20 ans, déjà, il y a des îles entières qui vont être englouties parce que il y a la fonte des calottes glaciaires qui sont au nord et au sud, hein, dans le pôle nord et le pôle sud, qui sont en train de fondre du fait de la chaleur de la planète et qui remplissent du coup le niveau des océans. Et ça pose problème. Pas seulement que les îles vont disparaître, mais aussi les villes côtières. La plupart de nos villes, ce sont des villes côtières. On aura des problèmes. Et ma thèse de doctorat, je l'ai faite, j'ai analysé les impacts que le changement climatique aura sur les eaux du bassin du Congo et ce que cela aura comme implication sur le droit qui doit gérer ces eaux-là. Parce que dans le bassin du Congo, contrairement à ce que beaucoup le pensent, le fleuve Congo, c'est vrai, c'est un fleuve qui est né chez nous et qui se déverse dans l'océan à partir de chez nous. Je dis de chez nous, c'est la RDC, mais c'est un fleuve qui est transfrontalier. C'est un fleuve que nous partageons. La RDC, nous sommes propriétaires des eaux de ce fleuve à un peu plus de 60%. Les restes, ça vient des pays transfrontaliers. Donc, autant nous avons des droits, autant nous avons aussi des devoirs, il faut les reconnaître. C'est un fleuve, ce sont des eaux que nous partageons avec les voisins. Le Congo-Brazzaville contribue, l'Angola contribue, la Centrafrique contribue, même certains autres pays contribuent. Le bassin du Congo a environ 10 États. Et donc, comment le droit va gérer ces eaux, sous les effets du changement climatique? Donc, en analysant ça, j'ai découvert que même nous, ici, on parle aujourd'hui de la sécheresse, on parle des pluies qui n'arrivent pas quand elles devaient arriver, mais il y a un phénomène pire qui arrive, ce sont les inondations.
Parce que d'ici 10 à 15 ans déjà, le fleuve Congo, pendant les périodes de pic pluviométrique, ça veut dire les périodes où il y a beaucoup de pluie, le fleuve Congo aura jusqu'à 30% de plus de son volume d'eau. Et ça équivaut à des inondations immenses et énormes. Des villes telles que Kinshasa qui sont au bord du fleuve, il y a des cités, il y a des quartiers qui vont avoir des problèmes très sérieux. Et ça arrive déjà. Quelles précautions devons-nous prendre? Oui, oui. Dans les précautions, il y a tout un travail de planification. Il faut d'abord identifier par rapport à l'altimétrie les zones qui sont enclines à des inondations, donc qui ont des altitudes qui feront en sorte que les niveaux d'eau pourra facilement atteindre ces zones par rapport aux zones qui sont en altitude élevée. Donc il faut les découvrir et puis il faut voir si ces zones, ce sont des zones habitées ou pas. Ce sont des zones avec une importance environnementale ou pas, la biodiversité et tout, et essayer de développer des mécanismes d'anticipation et de protection de ces zones, surtout lorsque ces zones sont des zones habitées. Si ce sont des zones naturelles, ça va encore, elles sont encore à l'état brut, mais dès lorsqu'elles sont habitées, il faut absolument protéger, que ce soit les infrastructures et les hommes, parce que les inondations, comme on le sait, lorsqu'elles arrivent, elles sont létales, là, dans la plupart des cas. Elles détruisent les économies, elles détruisent les cultures, elles détruisent le peu d'infrastructures que des pays tels que les nôtres pouvons déjà avoir. Voilà, alors votre carrière. Voilà, j'ai une carrière, j'ai commencé à travailler déjà en 1999, j'ai mon premier diplôme, je termine à l'université de Kinshasa. Je suis engagé par Médecins Sans Frontières. J'ai toujours rigolé avec les amis en leur disant que moi j'arrive le dernier, mais je répare toujours le premier. Quel est votre secret? Donc le secret, je crois que c'est Dieu. Ce sont des choses qu'on ne... Parce que vous êtes né un certain pays. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Tu vois, la forme de mes yeux, la couleur de ma peau, je suis venu avec, j'assume, je suis ce que je suis. Et ce qui va avec aussi, on l'assume. Mon premier employeur, Médecins Sans Frontières, tu peux t'imaginer, M. Montili, j'arrive avec mon dossier, c'était le dernier jour où la dernière personne faisait son interview. Oui. Donc déjà le processus de sélection avait été entamé, c'était fini, c'était la dernière personne. Quelqu'un me parle de ce poste, je suis en Bandaka, que Médecins Sans Frontières a ouvert, et je vais me présenter, je ne savais pas que c'était le dernier jour en tout cas, j'allais tout innocemment. Et je me présente et la sécurité me dit, monsieur, et c'est clôturé. Moi, j'ai dit, non, mais je crois, ce poste-là, je remplis le profil. J'insiste un tout petit peu. Et le coordonnateur, le numéro 1 de Médecins Sans Frontières à l'époque, il voit la petite discussion à l'entrée, il s'intéresse, il s'approche, il dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui apprend ce qui se passe. C'est un monsieur chercheur d'emploi qui est là et qui... voilà, il vient avec son dossier alors que c'est le dernier jour des interviews. Le coordonnateur qui me regarde, peut-être que mon visage là a inspiré un peu confiance, il me dit, toi tu restes, je voudrais aussi t'entendre. Grâce. Et c'était moi qui étais c'était retenu, donc il me fait passer en interview. Je ne sais pas ce que je lui avais dit, je crois que j'ai parlé tel que je suis en train de parler ici, tout naturellement. Il m'a fait confiance, il m'a dit, je te confie le projet, c'est toi qui es mon chef de projet. Et j'ai été comme ça retenu et voilà, j'ai dirigé un projet où tous les agents étaient plus âgés que moi, mais je les ai, de par ma nature, j'ai fait en sorte que le projet ait très bien marché. Dans mon projet, dans mon équipe, il n'y a jamais eu de problème interpersonnel. Pourquoi? C'est un problème comportemental? C'est un problème de comportement. Bonne manière? Je crois que ça va avec. Donc j'ai commencé par vous dire que nous avons eu la chance d'être élevés dans un cadre assez respectable. Donc mon père blanc et ma mère blanc m'ont enseigné le respect, m'ont enseigné les bonnes manières. La considération de l'autre. Il faut considérer l'autre. Donc j'ai grandi dans cette discipline-là. Et mon père noir et ma mère noire ont fait la même chose. Donc mon père m'a enseigné la discipline. C'était un homme très discipliné. C'est le genre d'homme qui portait... son pantalon, tu vois les lignes là qu'il y avait à l'époque. Il était vraiment ordonné. Il dit ordonné, il a télémis à Katani. Donc vraiment. Papa était comme ça. Et c'est moi qui repassais. Gillette. Et les souliers, je brossais. Sa voiture, je nettoyais. Donc j'avais adhéré à cet ordre-là. Et je suis resté dans cet ordre. Dans ma maison, on ne touchait pas aux murs. Les murs n'étaient presque jamais sales. On ne posait que des gestes qui étaient des gestes louables. Et
je garde cette culture jusqu'aujourd'hui. Très bien. Après, Médecins sans frontières, j'ai rejoint un projet du gouvernement américain, à peu près la même histoire encore. Ils viennent recruter, ils ont fait des interviews, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient. Finalement, quand ils me trouvent, ils me disent qu'on te confie le projet. J'ai dirigé le projet, c'était un projet très court de 18 mois, je l'ai dirigé et ça s'est très bien passé. Après, j'intègre un projet qui avait, c'était une institution de la RDC, hein, le PNMLS, le Programme National Multisectoriel de lutte contre les sida. J'ai été retenu comme étant l'un des responsables dans la province de l'Équateur. J'ai travaillé pendant 4 ans, donc j'ai une carrière avant de revenir de repartir pour les études. J'ai une carrière de 9 ans. Oui. Et voilà, je repars aux études en 2011. Je fais l'anglais, je fais, comme je viens de le dire tout à l'heure, ma maîtrise et mon doctorat. Et pendant ce temps, vous savez, quand vous êtes à l'étranger, vous travaillez et vous étudiez. Donc j'ai combiné les deux. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs consultances avec les Nations Unies, le PNUD notamment, avec le gouvernement de la RDC. J'ai été consultant pour le ministère des ressources hydrauliques. J'ai participé à la rédaction de plusieurs projets du PNUD, notamment le projet visant la promotion de la micro-hydroélectricité en RDC, qui est un facteur de déforestation extrêmement de baisse de déforestation extrêmement puissant que nous allons revaloriser. Et j'ai participé à plusieurs colloques internationaux. J'étais invité comme intervenant. Là, j'étais déjà dans ma spécialité du changement climatique. J'ai intervenu et puis je suis devenu membre de plusieurs organisations internationales de promotion du droit international de l'environnement, du droit du changement climatique et ainsi de suite. Et j'en passe pour économiser le temps. Bref, je suis revenu ici il y a un peu plus à peu près 3 ans pour servir mon pays. Et pendant ce temps, il faut aussi souligner, je suis quelqu'un de chrétien, foncièrement croyant. J'ai aussi servi dans mon église, hein, donc je me suis mis à la disposition de mes pasteurs. J'ai été diacre, j'ai été moi-même pasteur, conducteur d'hommes. Donc j'ai fait un peu tout ça. Quel pasteur? Pardon? Quel pasteur? Mon pasteur, oui. Mon pasteur, c'est le pasteur Barouti. Ah, déjà? Barouti Kassongo, oui. Barouti okay. Kassongo Binjadi, que je salue. Hein, je crois qu'il aura l'opportunité de suivre cette vidéo. Et il n'a pas été seulement mon pasteur, mais il a aussi été mon mentor dans plusieurs des choses. Et je crois que je suis toujours fier de lui avoir comme papa et comme pasteur. Et vous avez commenté la déclaration de Lifoko Diciel, le pasteur Lifoko? Bon, quelle déclaration? Il a fait plusieurs. Laquelle? Il aime Branham plus que Jésus-Christ, par exemple. Bon, je ne lui ai pas suivi dire ça, mais je vous fais confiance. S'il a dit ça, effectivement, bon, je ne sais pas, ça l'engage que lui. Mais j'aimerais dire ceci, et ça c'est extrêmement important pour moi. Peut-être que ça le sera aussi pour vous et pour les spectateurs. Nous sommes ici dans un domaine spirituel. Il y en a pour qui ce qui est de l'esprit ne dit rien, mais il y en a pour qui, comme moi, tout ce qui est de l'esprit me dit beaucoup. Je suis attentif aux œuvres de l'esprit. Donc, lorsque quelqu'un comme Lifoko fait une déclaration comme celle-là, des fois, la déclaration, il la lâche pour 1 minute ou pour une demi-minute. Mais pour arriver à comprendre ce qui le pousse à dire ça et pourquoi il le dit, dans quelles circonstances il le dit, c'est toute une vie. C'est des inputs, c'est ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il a connu. C'est au-delà de ce que les mots peuvent expliquer. Ça veut dire? Je ne suis pas d'accord que quelqu'un aime un autre homme plus que le Seigneur Jésus. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà là, ça brise les Écritures. Mais aussi, j'aimerais vraiment lui avoir en face de moi pour lui demander, mon frère ou pasteur ou monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as dit ça? Alors quand il se mettra à m'expliquer, peut-être que je comprendrai dans quel état. Il y a des vérités cachées? Il y a des vérités cachées? Non, il n'y a pas de vérité cachée, mais il y a une vie dans nos vies. Il y a des choses qui sont profondes dans nous, qui nous poussent à gémir, qui nous poussent à émettre des sons, des cris, des paroles. Et ces paroles, nous les utilisons comme étant des moyens pour véhiculer un message que nous n'arrivons pas à exprimer malheureusement. Ça nous arrive à nous tous. C'est comme ça que les Écritures disent
que l'Esprit de Dieu interprète nos soupirs inexprimables. Donc, il y a des choses, je ne sais pas comment il a dit ça, qu'est-ce qui lui a poussé. Mais je ne serai pas non plus hâtif à le juger. Encore moins à te juger, toi, si tu dis qu'il n'a pas raison ou il a raison. Moi, je ne fais que poser des questions. Oui, je vous l'ai dit au départ que moi, par nature, je ne m'attarde pas aux effets. Je vais dans les causes. Je suis créé comme ça, donc il faut prendre ça comme ça. Alors, les tonnerres sont déjà révélés? Bon, moi, je crois que c'est révélé. Comment ça? Vous voulez que je commence à prêcher? Dans les Écritures déjà? Si vous le voulez, on y va. Mais je crois que c'est une question extrêmement sainte et d'une spiritualité extrêmement élevée que je préférerais ne pas aborder dans le cadre de cette émission. Voilà, on va évoluer avec le professeur Malassi et vous avez peut-être des préférences sur le plan vestimentaire. Quelle tenue que vous aimez? Bon, moi j'aime les choses simples. J'aime, autant je suis discipliné dans la vie, j'aime ce qui est simple. Je crois que lorsque nous grandissions, il y a des personnes qu'on a ça, quoi, sango, quoi, sango. Bon, moi, peut-être que les gens disent ça de moi, je ne sais pas. Mais je crois que les sangos, du point de vue vestimentaire, ils avaient raison, ils ont encore raison. Parce qu'après tout, on a moins cité, donc les lots changés, boyés, rouge. Bon, je ne dis pas que ceux qui le font, on en a tort, je ne juge pas, je vous ai déjà dit. Mais moi, personnellement, je suis un peu mal à l'aise. Quand je me vois en gris, après je change, je deviens vert, et puis je suis rouge, je suis jaune. Arc-en-ciel. Ah, quand je deviens arc-en-ciel, moi, ça me met sous tension. Et vous aimez quoi? Non, j'aime ce qui est sobre. Tu vois, la couleur bleue, c'est la plus grande couleur au monde. Il y a deux grandes couleurs dans le monde. Il y a le bleu et le vert. Mais le vert, il a été sévèrement compromis. Le bleu, parce que c'est le ciel. Il vous suffit de lever les yeux, vous êtes dans le bleu. C'est la moitié de notre champ visuel. Mais je vous vois très souvent en veste chemise bleue ou chemise blanche, avec veste bleu ciel. C'est votre préférence? Oui, je suis là. Et vous en avez combien comme ça? J'en ai, je ne sais pas, 2 ou 3 peut-être. J'en ai. Et sur le plan alimentaire, votre préférence? Ah là, tu m'as eu, Si tu parles à ma femme, elle te dira. Je suis de ces hommes, quand ils sortent, je ne dis pas ce que je vais manger. Mais le jour où je dis que je vais manger X, Y, Z, je veux ce que j'ai demandé. Ça complique. Non, il faut trouver ça nécessairement sur la table. Sur une année, je peux dire que je veux telle nourriture, peut-être 1 ou 2 fois. Je m'adapte à ce qu'il y a de disponible. Okay. Mais je le veux bien fait. Mais alors, le jour où je dis j'ai envie de manger un morceau de pain, en tout cas là, c'est un morceau de pain. Là, vous êtes exigeant. Extrêmement, à l'extrême. Et celle qui a accepté de m'épouser, elle le sait. Elle s'appelle déjà comment? Quand je demande... Elle s'appelle déjà comment? Elle s'appelle Ruth. Madame Ruth. Salutations à vous. Voilà, donc tu vas lui envoyer le morceau de cette vidéo parce qu'elle n'est pas en train de suivre. Et vos enfants aussi? Oui, mes enfants. Vous en avez combien? J'ai 4 enfants. Qui s'appellent? La première, c'est Michaela Malassi. Oui. Le deuxième, c'est Gabriel Malassi. Oui. Le troisième, c'est... la troisième, c'est Emmanuel Malassi. Et la quatrième, la dernière, c'est Manzoula Malassi, Angelina. Ok, mais c'est plus pratique, c'est plus précis. Peut-être, je sais pas, votre aliment que vous aimez, il faut quand même préciser. Parce que c'est... L'aliment que j'aime. Bon, j'aime généralement ce qui est sec. En sec? Ouais, je mange ce qui est sec à côté et je mange ce qui est bouilli à côté. Donc je ne les mélange pas quand on me les présente. Mais lorsque vous les mettez ensemble, je ne les aime pas beaucoup. Je ne sais pas, je crois que j'ai une nature un peu compliquée. Donc, comme ça. Les haricots à part, les riz à part. Je donne un exemple. Vous avez le morceau vous avez le steak ou bien moussouni à part, bakalinga. Et vous avez de l'autre côté soupe basali bien là, assaisonné, tomate. Bah, ça va séparer. Ça change. Ça c'est très bien. Et vous aimez le sport? Ouais, j'aime le sport. Le sport, j'aime. J'ai fait du sport quand je grandissais, j'ai fait du karaté. Parce que j'aimais être capable de me défendre. Et je me suis équipé, donc j'ai fait le karaté. Même mes enfants, jusqu'aujourd'hui, je fais le sport. Quand je rentre en Afrique du Sud voir les enfants, j'en profite pour me refaire aussi du sport et tout.
Ok. Alors, foot, ça vous plaît aussi? J'étais un mauvais joueur au foot. Ah bon? Malheureusement. Aucune préférence? Ce qui fait que le foot, ça ne m'intéresse pas. Ah, pas tellement, hein? Non, non. Aucune équipe? Même Je si n'ai vous aucune parlez sur- équipe. Aucune que équipe. vous aimez? Aucune équipe. Oula, ça c'est votre préférence. Alors, Voilà. vous avez un modèle dans la vie? Je La personne que vous n'ai pas considérez de modèle. comme Je n'ai modèle. pas de modèle comme tel. Dire que telle personne est mon modèle, ça, je n'ai pas. Mais par contre, j'ai des comportements que je considère comme étant des comportements. Oui. Oui. J'ai des comportements que j'aime. Oui. Et lorsque je vois ces comportements dans des personnes, j'aime ces comportements dans ces personnes-là. Mhm. Voilà. Mais quant à dire que j'aime une personne, elle devient mon modèle, je crois que je n'ai pas eu ce privilège-là. Donc, en moi, ça n'existe pas. C'est comme ça que, par nature, je n'ai pas d'amis. Oui. J'ai des personnes avec lesquelles j'entretiens de très bonnes relations. Mais dire que voilà, pire ngai, tous chez moi, ça n'existe pas. Et depuis que j'ai grandi, je suis comme ça. Et l'événement heureux de votre vie? Bon, événements heureux. Disons que j'ai eu plusieurs événements heureux qui sont égaux les unes avec les autres. Je n'en ai pas un seul que je peux pointer et dire que ça, c'est mon événement heureux, non. Et l'événement malheureux? S'il y a un événement que moi, personnellement, je regretterais, c'est d'avoir vu mes parents se séparer alors que j'étais tout petit. Hein. J'étais le plus malheureux de mes frères. J'étais le plus jeune, je crois, à l'époque. Le tout petit qui m'a quitté après moi, patience, il était encore bébé. Moi, mon père a quitté ma mère, j'avais l'âge pratiquement de 5 ans. Et d'être élevé par, c'est vrai, j'ai dit ma maman blanche, mon papa blanc, là, être élevé par d'autres parents. Ça a été une école, c'est vrai, mais ça n'a pas non plus été facile. Facile. Ça n'a pas. Je crois que s'il y a quelque chose que j'aimerais bien changer un jour dans ma vie, c'est ce départ-là. Je n'ai pas aimé ça. Et on se rend compte de ça quand on grandit. C'est comme ça que moi, j'ai épousé mon épouse et je resterai avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Même si pourra y avoir, on n'a pas de problème. On s'est marié bientôt, on a 20 ans de mariage, on ne s'est jamais chamaillé. On ne s'est jamais chamaillé avec mon épouse. On a des petits problèmes, mais on n'a pas de problèmes majeurs, pas du tout. Mais même s'il devait y avoir des problèmes, mais on trouve des mécanismes de solution, ok. Et anticipativement déjà, j'ai toujours dit à mon épouse, tu es pardonné. Autant tu me pardonnes aussi. On reste ensemble parce que les enfants là, ils ont besoin de nous ensemble. Et qu'est-ce que vous aimez? aimez qu'on fasse à nos enfants, c'est que nous on n'a pas aimé qui a été fait à nous. Ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous aimez beaucoup lire? Lecture, voilà. Il faut d'abord comprendre que moi, je suis arrivé dans le message de William Marion Branham. J'étais très jeune, j'avais 14 ans à l'époque. Donc j'ai passé mon adolescence dans le message. Ce qui fait que, à part mes livres académiques, mes lectures, ce sont des lectures religieuses. Ah bon? Ce sont des lectures philosophiques. Et dans les lectures philosophiques, j'aime bien lire la philosophie de Mao. Je me rappelle, j'étais encore... bon, j'ai trouvé... Mao a écrit un livre, le livre vert de la révolution de Mao, dans lequel, le titre du livre déjà, hein, il dit « Qui dit qu'une plume ne peut pas monter jusqu'au ciel ?» C'est la question qui se pose. Détermination. Voilà, donc ça montre que même quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de poids, a la possibilité d'aller très haut. Et c'est cette vision, c'est ce caractère qui a fait que Mao, à son époque déjà, devant une Chine s'écroulant, en RDC on se plaint d'être confronté à des problèmes économiques et sociaux, mais il fallait être en Chine à l'époque. La Chine de l'époque de Mao Tse-tung, c'était un pays qui ne valait rien. C'était une plume. Et Mao s'est mis à construire sa vision d'homme d'État, sa vision révolutionnaire. Il ne voulait pas faire de la révolution pour de la révolution, mais il voulait changer la société dans laquelle il était né, dans laquelle il grandissait et qu'il voyait s'écrouler. Donc, j'ai passé beaucoup de mon temps à lire ces livres-là. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je n'ai pas aimées,
Mais je crois que ça a été une découverte fascinante pour moi. En dehors des livres philosophiques, il y a 3 livres dans les Saintes Écritures que j'aime beaucoup. C'est presque tous les jours que je les lis. Je lis le livre des Proverbes, je lis le livre d'Ecclésiaste, qui ont été écrits par le même auteur, Salomon, et je lis le livre de Paul à Timothée. Il y en a 1 Timothée, 2 Timothée. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu m'as demandé ce que j'aime. Le jour où tu aimes quelque chose, des fois, tu te demandes pourquoi tu aimes ça. C'est compliqué. Je ne sais pas. Il se fait que quand je lis un autre livre, je l'apprécie. Mais lorsque je lis les 3 que je viens de dire là, je me sens tellement à l'aise dedans que je voudrais les lire. Et pourquoi Proverbe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, peut-être si je peux tenter une réponse, j'aime ce qui est sage. Je t'ai dit que je passe mon temps à creuser. Je ne regarde pas aux effets. C'est comme ça que je pardonne les gens assez facilement. Parce que je suis capable d'aller dans toi et de comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait là. Et quand je te le dis, généralement, c'est vrai. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ça va être trop profond. Je suis profond. De nature, je suis profond. Okay. Je ne suis pas superficiel, je suis profond de nature. Donc okay. Je prends le temps, je prends les reculs. Lorsque je suis dans une salle, je me mets généralement derrière. Ok. Au dernier banc, je suis là. Je regarde tout venir. Et quand c'est le moment, je me lève pour parler. Et donc, ce sont des choses, c'est ma nature, je suis comme ça. Le livre de Proverbes nous enseigne la sagesse. Et donc, en nous enseignant la sagesse, comme j'aime la sagesse, je crois que je me retrouve un peu. Ça vous dit, faites ça, ne faites pas ça. Et je me construis avec ces conseils, ces observations très profondes que Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité, a pu léguer à nous qui sommes venus après lui. Alors, qu'est-ce que vous détestez plus dans le comportement humain? Voilà, je vais être très sincère avec toi. Je déteste la médiocrité. Ce qui est médiocre, ça m'affaiblit, ça me décourage. C'est quelque chose contre lequel je me bats tous les jours. Ce qui est médiocre, Makambuya et Zangatina, ça, j'aime pas. Vous n'avez pas beaucoup... Et vous n'avez même pas donné l'impression que ça ne vous plaît pas? Parce que pour détecter cela, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, effectivement, parce que... Votre nature, ça complique un peu. Hein? On ne peut pas détecter. Voilà, vous ne pouvez pas détecter vous parce êtes que... en colère, vous êtes dans la joie. Voilà. J'ai appris à ne pas extérioriser mes sentiments facilement. Et je crois que c'est aussi dû, comme je l'ai dit là, oui. Je n'ai pas été élevé directement par mon père et par ma mère. Et quand vous êtes élevé dans des conditions comme celle-là, vous devez faire très attention à ce que vous faites, très attention à ce que vous dites, très attention aux positions que vous prenez, parce que vous ne savez pas comment la société autour de vous peut réagir. Vous savez, il n'y a qu'un papa et une maman qui peuvent bien comprendre leurs enfants. Deux fois, c'est que l'enfant de quelqu'un d'autre fait, vous avez tendance à penser qu'à l'équipe, si à Salimabé, alors que le même geste, quand ce sera votre propre enfant, vous aurez tendance à l'embrasser. Nous, moi personnellement, tout jeune que j'étais, comme j'ai expliqué, je n'ai pas eu cette chance. J'aurais souhaité être compris. Je n'avais souvent pas été compris. Toujours mal compris. Et non, pas toujours, mais j'ai dit souvent, j'ai tout petit. Hein, voilà. Souvent. Alors, ça m'a donné un caractère. Un peu de recul. J'ai eu des recul. Voilà, j'ai eu beaucoup de recul par rapport aux choses. Quand quelque chose se manifeste, mon premier réflexe est de reculer, de voir qu'est-ce qui arrive. Et de comprendre ce qui se passe. Et l'homme sage voit le monde de loin. Voilà. Parce que je sais que souvent, lorsque nous intervenons, nous, humains, nous intervenons de manière très superficielle. Et c'est cette superficialité, et dans les observations, et dans les analyses, et dans la réponse qu'on donne aux analyses, qui fait que nos sociétés ne marchent pas. J'ai toujours dit que lorsqu'on pose mal un diagnostic, on propose des mauvaises solutions. Et ça c'est mon motto, je reviens toujours là-dessus. Et donc, je passe beaucoup de temps à poser les diagnostics. Alors, quel président qui vous a plus marqué? Bon, il faut dire, comme je viens de le dire, que je n'ai pas des personnes qui me marquent comme telles. J'ai des choses, j'ai des caractères, j'ai des qualités, des valeurs que j'apprécie dans les hommes. Et par rapport à ces valeurs, je crois que je suis né, à l'époque où je suis né, c'est le maréchal Mobutu qui était le président. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait avec lui. Donc quand il allait le matin, il allait chez lui
Mon papa a appelé le maréchal son papa. Il a dit jusqu'aujourd'hui, celui-là était mon papa. Et donc, il nous parlait de lui, comment il était, et le comportement, comme il était dans cette cour du président, la discipline qu'il avait là, il l'a mené à la maison. Donc, on était un peu l'antichambre de cette discipline-là. Et donc, naturellement, j'ai appris à admirer le maréchal. Ce que j'ai aimé en lui, c'est la vision d'un grand Congo. Il voulait des choses en grand, et comme il voulait des choses en grand, il voulait aussi un pays grand, et ça nous a donné la chance. Déjà au début, lorsque le pays voulait, lorsque les forces négatives contre ce pays voulaient son éclatement, il a remis le pays ensemble, et il a donné à cette nation une identité qui a fait que cette nation, jusqu'aujourd'hui, bien que nous nous combattons deux fois, nous nous bousculons pour avoir un peu plus d'espace, vous comprenez de quoi je parle, mais nous voulons rester ensemble et nous resterons ensemble parce que cette identité-là. Mais après lui, il y a eu d'autres présidents fantastiques. Nous avons eu le président Kabila, Kabila le père. Ce que j'ai aimé dans Kabila le père, c'est cette volonté à faire renaître un grand Congo. Parce qu'il prend le pouvoir justement lorsque les Zaïres s'effondrent. Ça, j'ai aimé. Kabila fils, je peux aussi dire que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé en lui, c'est aussi ce calme. C'était un monsieur qui avait un grand cœur, quelque part. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas trop parler, mais à un moment donné, ce calme-là, moi, ça m'inspirait aussi. Parce que ça me disait qu'il est quelque part en train de réfléchir, il est en train de... Et l'actuel président, je crois que ce que j'aime en lui, c'est le cœur pour ce pays. Il a le cœur pour la RDC, il a le cœur pour le Congo, qu'il connaît, qu'il aime, dont il est le ressortissant, et lui prêter main forte, ça peut aider ce pays à avancer. Vous savez, généralement, nous nous disons, le jour où ce sera moi qui vais m'asseoir là, on est politique. C'est vrai que les stratégies, on doit les garder, mais la personne qui est maintenant aux affaires, il faut aussi l'appuyer. Parce qu'en l'aidant, en l'appuyant, nous appuyons le pays. Il faut lui donner des éléments pour pouvoir l'aider à faire très bien son travail et à aider ce pays. Parce qu'en aidant la personne qui est devant, nous nous aidons nous-mêmes. Alors, dernier point, pré-COP 27 et COP 27. Alors, segment ministériel, nous voulons peut-être avoir de votre part les différentes recommandations après COP 27 et peut-être de façon un peu résumée les différentes activités. Est-ce que vous étiez satisfait de ces assises, surtout pour les pays RDC, pays solution, considéré comme pays solution? Est-ce c'était vraiment facile, cette organisation, une première avec Maman Eva Zaïba, VPM, environnement développement durable? C'était facile. Voilà, je crois que j'ai ici une occasion toute offerte de féliciter Maman Eva Zaïba. Ce que j'ai trouvé dans ce grand leader, c'est l'action, la détermination et la vision pour la RDC, pour les enfants de ce pays. J'ai eu la chance de l'accompagner parce que je suis conseiller climat et le changement climatique étant la matière qui aujourd'hui occupe le haut des débats au niveau international. Mais ce que nous avons réalisé en très peu de temps, c'est que Maman Eve a réalisé en très peu de temps, je crois que beaucoup ne le réaliseront que plus tard. Comment ça? Et ça, c'est dû à son caractère de... C'est une combattante. Femme battante. Elle est au front. Elle est au front et je l'ai vue au front en train de réclamer que la pré-COP soit organisée par la RDC ou en RDC. Au début, quand elle a posé ce problème, nous étions, je crois, à Londres, elle a demandé... Même moi, au fond de moi, je me disais, mais ça m'a peine parce que vous savez, on a toujours besoin de quelqu'un qui sert de stimulant pour croire dans ce que cette personne peut réaliser. Elle a dit, nous allons le faire, nous les réussirons, tu verras, ça va être une grande réussite. Bon,
Je l'ai vu plusieurs fois dire des choses se réaliser. J'ai cru dans ce qu'elle avait dit. Nous avons mis ça dans nos prières, que Dieu nous accompagne, que Dieu bénisse la RDC. Et elle s'est mise à travailler partout là où elle est passée. Elle n'avait que deux choses, si je peux dire, si on peut me dire quelles sont les deux choses qu'elle répétait partout. RDC Pays Solution et Précop en RDC. Parce qu'il fallait emmener le monde en RDC. Il ne fallait pas que le monde continue à parler des forêts, de l'eau, des ressources minérales qu'il faut protéger, dont il faut améliorer la gouvernance. Ils en parlent à distance, de loin. Ils fouillent notre contexte parce qu'ils se disent nous sommes en insécurité, entre guillemets, nous avons des problèmes qu'eux-mêmes sont en train d'inventer. Et elle a dit je vais les amener en RDC. Pas seulement en RDC, mais je vais les amener à l'intérieur à Yangambi. Ils doivent aller à Yangambi parce que c'est à Yangambi que l'histoire de la foresterie tropicale a commencé. Et le monde doit valoriser Yangambi. On ne peut pas accepter que Yangambi aujourd'hui meure comme Yangambi. Et je suis aujourd'hui à l'environnement. Je vais faire en sorte que Yangambi, parce qu'en remontant Yangambi, c'est la RDC qui remonte. Et elle a fait. Elle en parlait. Elle en a fait son plaidoyer et c'est arrivé. Je ne vous dirai pas comment, parce que c'est une longue histoire, mais je vous dis, c'est le fruit de la perspicacité et de la vision de Maman Ève, à qui je dis encore très humblement et très sincèrement un grand félicitations. Donc, nous avons réalisé la COP, qui était un pari, qui n'a pas été difficile, qui n'a pas été facile. Les gens pensent que la COP, la RDC a été désignée pour organiser la COP. La RDC n'a pas été désignée, la RDC a arraché. Donc c'était un combat. C'était un combat, c'était pas facile. Donc il a fallu... Le président de la République a écrit au président Sissi de l'Égypte. J'ai accompagné la VPM, nous avons remis la lettre au président égyptien. Le président égyptien a accepté que la RDC puisse organiser la pré-COP ensemble avec l'Égypte. Mais Dieu seul sait si les équipes du président croyaient, je parle du président Sissi de l'Égypte, Dieu seul sait si ces équipes croyaient dans le président lui-même, parce que après, elles ne nous ont pas rendu la vie très facile. On a travaillé ensemble, c'était bien, mais je dis cela parce que eux-mêmes m'ont dit, quand on a réalisé la pré-COP, ils disent, on ne croyait vraiment pas que vous étiez capable de faire ce que vous avez fait. Ça, c'est vraiment et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que quand j'ai dit, on ne nous a pas rendu la vie facile. Non pas qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues, non, mais parce qu'ils se disaient, mais ces gens ont demandé quelque chose de grand, mais est-ce qu'ils sont capables de le faire? Et c'est dans cette atmosphère-là qu'ils ne pouvaient pas, hein, dans ce contexte, ils ne pouvaient pas nous le dire ouvertement, mais on pouvait le sentir dans nos réunions, dans nos échanges, mais je vous assure, tous jusqu'à aujourd'hui, ils sont unanimes, ils ont été agréablement surpris. Un travail d'équipe. J'ai dit que je félicitais son Excellence Madame la VPM, mais permettez-moi aussi de féliciter les équipes qui ont travaillé. Oui. Au niveau du cabinet, nous avons d'abord le directeur de cabinet, Yves Kitumba, que je félicite pour sa coordination. Kaba aussi, Riti Mpiana, que je félicite. Le conseiller Michel Kouyapa, communication. Sa coordination. Le conseiller Michel, tu peux m'aider à citer tous ces collègues. Toute l'équipe. Et il n'y a pas que eux. Il y a l'équipe, il y a aussi les experts qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas citer tout le monde parce que la liste, quelqu'un risquera d'être oublié. Mais là où je me tiens dans ce plateau, je pense à tout ce monde. J'ai vu des personnes ne pas dormir pendant 2 jours. Fermer les yeux juste pendant un petit moment, se réveiller au prochain appel téléphonique afin de servir à la pré-COP. C'est vrai, toutes les organisations, il y a des héros, il y a des sacrifices, mais les équipes qui se sont sacrifiées pour donner à la RDC cette organisation, moi je m'incline devant elles, je dis un grand coup de chapeau et je crois que c'est à ce prix-là que nous pourrons aller de réalisation en réalisation pour notre pays, de conquête en conquête, de victoire en victoire et une fois de plus, pour ne pas m'éterniser là-dessus, un grand coup de chapeau à toute l'équipe qui a réalisé la pré-COP en RDC. Voilà, nous sommes arrivés au terme, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir comme recommandation principale? C'est très capital aussi.
Bon, recommandation, voilà. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de RDC Pays Solution. Le monde regarde à la RDC. Ils ne vont pas nous le dire, mais en réalité, ils regardent aujourd'hui à nos ressources. Nous avons un pays béni. Nous avons un pays extraordinairement béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement parce que j'ai quelques billets de banque dans ma poche, mais d'avoir à nous-mêmes tout cet espace de forêt, plus de 155 millions d'hectares, avoir à nous-mêmes la RDC à contrôler 10% des réserves d'eau douce de la planète, alors qu'avec le changement climatique, il y a des pays qui n'auront plus une seule goutte d'eau bientôt. Chez nous, le changement climatique va causer l'inverse, je l'ai dit, il y aura des inondations. C'est dire que ce pays est un pays particulier. Nous avons toutes les richesses minérales, je ne vais pas me mettre à les citer, c'est un chapelet en fait, vous les connaissez. Et nous avons à côté de toutes ces richesses, une autre qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est l'homme congolais. Ce pays est rempli d'hommes et de femmes extraordinairement doués. À un moment donné, il y a eu un discours qui visait à nous anéantir. Ce discours nous a dit que nous n'étions rien, nous étions des bons à rien. Ce discours nous a insultés. Tshisekedi, le père, il avait l'habitude, paix à son âme, le musée, il avait l'habitude de dire chosifier. Je serais tenté de dire la même chose. Mais au-delà de tout ça, le Congolais est un peuple extraordinaire. Je crois que sous le leadership aujourd'hui de son Excellence le Président de la République, qui a le cœur pour ces pays et la vision pour un grand Congo, c'est un moment en or pour nous. Nous devons en profiter. Dans le secteur de l'environnement, nous avons Maman Eva Zaïba qui se bat pour revaloriser l'environnement de la RDC, pour faire bénéficier aux fils et aux fils de ce pays ce dont ils ont droit par rapport aux services que leurs forêts rendent à l'humanité. C'est un moment où nous devons nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble, mettre nos querelles de côté, que le pays solution puisse rayonner. Nous le chantons dans notre hymne national. Nous disons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Et je crois que c'est le moment, l'heure est venue pour que nous puissions... Vous avez vu le monde venir chez nous, tous ils sont unanimes. Ils regardent maintenant à nous. Nous sommes en train d'aller chez eux en Égypte. C'est pour quand déjà? Déjà le 6, nous devons être en Égypte, les travaux commencent. Du 6 au 18, je crois. Du 6 au 18, voilà. C'est ça. Le président de la République, qui pour la première fois a représenté le pays l'année passée, sera encore avec nous en Égypte. Parce que l'opportunité qui est offerte à la RDC aujourd'hui par le changement climatique, c'est une opportunité unique. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a tous les potentiels. Et qu'est-ce que nous allons gagner climatiques, hein? Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons gagner d'abord en termes de leadership. Rien ne pourra se décider à l'avenir sans que la RDC ne parle en termes de changement climatique. Parce que la RDC s'est positionnée comme étant un aîné, Mukolo, pays solution. Et ils ont dit oui à ça, et c'est vrai. Ils nous disent, ils nous ont demandé, mais depuis tout ce temps, vous étiez où? J'ai dit, on était en train de grandir. Dans Mukolo, le Kibango. Donc, on est là. Maintenant, on est à la table des négociations, on est à la table des décisions. Et c'est là que les choses vont se dessiner. C'est là que on pourra attirer vers ce pays tous les avantages possibles qui nous reviennent, de manière à ce que le changement climatique ne soit pas seulement un défi pour les fils de ce pays, mais soit aussi un havre d'opportunité, comme cela est en train d'être expliqué par Maman Eva. Merci beaucoup, conseiller Malassi, professeur Malassi, notre grand de ce soir. Très prochainement, nous vous aurons, peut-être après COP27, pour un autre numéro. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie moi aussi, monsieur le journaliste. Vous vous sentez grand? Je ne pense pas que je suis grand. Je suis ce que je suis. Très bien. Voilà. Merci à toute l'équipe, Moron Djambé qui l'a réalisé, et notre très cher Olivier Longwango à la prise des vies, et pourquoi pas aussi Monsieur Bruno Nzinga à l'exploitation. Doudou Montier vous remercie. Rediffusion demain samedi à 9h, excusez-moi. Donc demain samedi à 9h. Portez-vous bien et bonne suite des programmes. Ciao.